Le Parlement francophone bruxellois ouvre ses portes au collectif des femmes pour la paix et la démocratie au Burundi pour réfléchir ensemble sur les voies et moyens et les mesures nécessaires afin de stopper la crise actuelle que traverse le Burundi. Quel rôle pour les femmes dans la résolution de la crise actuelle au Burundi? Tel était le thème de cette rencontre qui a réuni députés écolos, FDF, PS, CDH, d'imminentes personnalités et invités de la société civile burundaise, à l'instar de Marguerite Barankidze, fondatrice de la Maison Shalom au Burundi, et bien entendu la diaspora burundaise et amie du Burundi. Enfin, quelques réactions des participants à cette rencontre sur les points spécifiques de la crise burundaise. Le 8 juillet 2015, le Parlement francophone bruxellois, présidé par Julie de Groot, a abrité une rencontre et débat autour du thème « Quel rôle pour les femmes dans la résolution de la crise actuelle au Burundi ?» Cette rencontre faisait suite à une interpellation du Parlement par le collectif des femmes pour la paix et la démocratie au Burundi, qui depuis début avril 2015 multiplie ses interpellations auprès des institutions internationales afin d'endiguer la situation de crise inextricable que traverse le pays. Le Burundi a besoin de cette démocratie, de cette paix durable. Quand on voit ce qui s'est passé avec les accords d'Arusha qui ont été piétinés et la constitution qui a été piétinée, on se dit il faut un mouvement qui dure, qui puisse veiller à ce que cette paix, à ce que cette démocratie puisse rester pour longtemps, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Et c'est comme ça qu'on a imaginé un mouvement de femmes. Et vous savez, les femmes, comme on l'a dit tout à l'heure dans la salle, les femmes sont les premières victimes de toutes ces guerres qui se passent dans le monde entier, pas seulement au Burundi. Vous pouvez voir ailleurs en Afrique ou en Occident. C'est toujours la femme qui porte son bébé et après c'est son bébé qui va combattre. Et finalement, elle va réparer chaque fois les pots cassés. Donc nous nous sommes dit, il faut que les femmes se lèvent, il faut que les mères se lèvent, il faut que les mères disent haut et fort qu'est-ce qu'elles aiment, qu'est-ce qu'elles n'aiment pas. L'éducation permanente, c'est la femme qui doit le faire. Et donc voilà, depuis le 6 mai, lors d'une petite réunion de 5 femmes, nous avons décidé d'écrire une carte blanche, de rédiger une carte blanche pour interpeller le gouvernement belge, l'Union européenne et la communauté internationale. Et entre-temps, on a écrit d'autres courriers au secrétaire d'État des Nations Unies, Ban Ki-moon, on a écrit à Madame Dlamini Zuma, on a écrit à la communauté des pays de l'Est. Cette rencontre-débat intervient à quelques jours de la tenue de l'élection présidentielle prévue le 15 juillet, reportée au 21 juillet 2015, selon un décret du président sortant. Entre-temps, la tension est restée vive au Burundi avec d'intenses combats qui ont lieu vendredi 10 juillet 2015 dans la localité de Rugazi, dans la province de Kayanza, entre l'armée loyaliste et un groupe armé non identifié. Par ailleurs, et selon nos sources, les chiffres font état à ce jour à plus de 130 000 réfugiés burundais chez les pays voisins, une situation très préoccupante à laquelle le Parlement francophone bruxellois, par la voix de la présidente, a souhaité apporter une attention particulière. C'est très important que ce débat d'aujourd'hui, cette rencontre et ce dialogue ait eu lieu dans un lieu signifiant qu'est le Parlement. Je veux dire, ce n'était pas juste une conférence, peut-être comme une autre, c'était dans ce lieu signifiant où la prise de parole se fait. Mais c'était aussi au même niveau où on était, la société civile burundaise et les parlementaires bruxellois, on était ensemble, au même niveau. Et je pense que cette prise de parole-là est vraiment importante parce que parfois le peuple burundais se dit il y a des résolutions qui se prennent, certes, et elles sont importantes. On a rappelé la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais le débat se passe quand même en huis clos. Et je pense que le fait que le débat de cet après-midi se soit passé au sein de notre hémicycle est vraiment quelque chose d'important et de fondateur. Alors évidemment, ce qu'on espère, c'est que ce dialogue ne prend pas fin abruptement et qu'il continue. Le message du collectif des femmes aujourd'hui était aussi ce message-là, de dire d'abord on est les premières victimes, nous sommes les premières victimes en règle générale malheureusement de tout conflit civil, mais on est aussi les acteurs de reconstruction. Et la reconstruction, elle sera lente, comme toutes les reconstructions, elle se fait pas par pas. Et je pense que ça, c'est vraiment aussi nous, parlementaires belges, c'est notre responsabilité de continuer ce dialogue-là, et c'est ce que j'ai voulu entamer aujourd'hui. Dans l'hémicycle, plusieurs députés et membres de la diaspora se sont exprimés à tour de rôle. Certains pour souligner la solidarité de l'État belge vis-à-vis du Burundi,
D'autres évoquant les actes concrets à poser. Je pense que, hélas, il est vraisemblable que l'élection aura lieu, l'élection présidentielle. Bon, alors soit. Je pense donc que, il faut la boycotter. Si l'élection a lieu, il faut que les femmes n'aient pas voté. Je veux dire, c'est un appel au boycott me paraît indispensable si l'élection a lieu dans des conditions qui ne sont pas des conditions correctes d'une élection. Et donc, je trouve qu'il faut appeler au boycott de l'élection présidentielle. Il faut encore lutter jusqu'à la dernière minute pour qu'elle n'ait pas lieu. Mais je ne suis pas devin, mais je crois quand même que pour toutes sortes de raisons, elle n'aura pas lieu. Et que donc, il faut la boycotter d'autant plus que la communauté internationale, la Belgique, ont annoncé qu'on ne reconnaîtrait pas le président sortant. Et on ne reconnaîtra pas non plus le Parlement qui sortira, qui est sorti des élections qui viennent d'avoir lieu. Au Parlement de la Fédération Wallonie de Bruxelles, l'initiative de mon groupe, avec le soutien de tous les partis majoritaires de l'opposition qui ont signé évidemment, nous avons fait adopter une résolution relative au soutien de la paix et de la démocratie et suivi du processus électoral au Burundi. Cette résolution a été déposée exclusivement par des femmes députées. À travers cette résolution, nous avons voulu rappeler notre soutien à l'organisation et à la tenue d'élections libres, inclusives et transparentes au Burundi, et l'importance du strict respect des accords d'Arusha, des droits de l'homme, du pluralisme des médias et de la liberté d'expression. Et nous demandons en vue de la réalisation de cet objectif dans un climat apaisé et pacifique que cesse toute violence à l'égard de la population, des représentants des médias indépendants et de la société civile burundaise et que soient reportées les élections. Nous avons également demandé au gouvernement de la Fédération de Bruxelles, à travers cette résolution, de soutenir particulièrement la représentation des femmes afin de garantir la présence de femmes dans les institutions de transition et dans les instances qui seront issues d'élections organisées dans le cadre de la transparence et d'assurer la préparation et l'appui de futures candidatures électorales féminines. Mais si les écrits ne sont pas respectés désormais non respectables, quelle considération le monde extérieur peut-il nous accorder? Nous, les Africains, nous, les Asiatiques, et ainsi de suite. Les textes qui sont très forts, qui sont écrits des mains et des cerveaux de nos propres semblables africains. Ces textes passent chaque fois pour des textes sans valeur quelques années après. Alors, quelle considération le monde extérieur, les hommes d'affaires, les hommes d'affaires peuvent avoir sur notre façon de penser? La résolution 1325, c'est justement, je pense, une des assises sur laquelle nous devrions toutes nous renforcer, nous devrions toutes l'utiliser et la rappeler chaque fois qu'on peut, chaque fois qu'une situation comme celle-ci se présente. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que c'est la première résolution des Nations Unies, qui en a déjà produit un fameux paquet, qui donne la place de la femme au centre de la résolution, au centre des instruments qu'elle va implémenter, et qui reconnaît l'importance et l'opportunité qu'il faille avoir des femmes dans la place particulière qu'est celle de la négociation pour la paix, la gestion des conflits, leur résolution et aussi l'instauration d'une paix durable et de la sécurité. Je pense qu'on a assez de résolutions, on a une batterie nécessaire et maintenant c'est vraiment l'action dont on a besoin et l'action c'est nous, ensemble, comment pouvons-nous faire pour que nos vues, les stratégies que nous proposons, c'est ce que Maggie vient d'illustrer, comment est-ce qu'une Maggie peut se retrouver dans une table de négociation avec les dimensions qu'elle apporte dans la lecture du conflit. Un des temps forts de cette rencontre fut le témoignage de Maggie, fondatrice de la Maison Shalom, sur le vécu des femmes au Burundi. Nous avons cru tourner la page. Les mamans se sont réjouies. Je vois le courage de ces femmes. Moi, qui faisais la route. Et parfois, j'étais seule sur cette route. Et je me posais la question, en 93, en 93,
les femmes se cachaient pendant la journée et cultivaient pendant la nuit. Je les ai vues parce que je passais à côté de la route. Je disais, mais comment se fait-il que nous avons toujours de quoi manger, alors que pendant la journée, nous devons nous cacher? Mais imaginez-vous, je me suis arrêtée une fois. Je me suis dit, mais puisque je vois que c'est labouré, c'est fraîchement labouré, c'est qu'il y a des personnes qui labourent la nuit. Quand je me suis arrêtée et que je suis allée dans la brousse, j'ai dit, c'est la maman de Guigui, est-ce que vous pouvez sortir? Vous devez vous cacher là. J'ai vu des mamans sortir avec des houes. J'ai dit, comment vous faites? Elle dit, nous travaillons la nuit pour que nos enfants ne meurent pas et nous nous cachons pendant la journée. Voilà ce courage de ces mamans qui ont toujours réparé les pots cassés et qui, aujourd'hui, on avait cru et on avait espéré que ces femmes burundaises vont enfin se reposer. Elles ont enduré beaucoup. Elles ont été violées. On avait pardonné. Mais je me rappelle, parce que moi, que vous voyez, on m'a arrêté deux fois. Et parfois, j'ai assisté au viol. Et quand on arrivait à côté de moi, on disait non, on ne va pas la toucher. Cette dernière insiste sur l'endurance dans l'action face au pouvoir implacable et autocratique de Pierre Nkurunziza. La gestion de notre pays, par exemple, la gestion du Burundi, ça me concerne. Nous ne sommes pas leurs esclaves. Ils ne peuvent pas nous dicter. Non, on est au XXIe siècle. On ne peut pas courber les chines. Nous allons rester toujours debout et leur dire non, vous ne pouvez pas continuer de la sorte. Nous allons refuser et il faut apprendre à résister. Nous allons résister. S'il faut verser le sang, nous allons le verser et ce sang va purifier nos régions des grandes misères. Devant un homme implacable qui est Pierre Nkurunziza, on l'a encore vu à l'œuvre lors du précédent sommet des chefs d'État d'Afrique de l'Est, où il a imposé sa volonté pour la tenue de l'élection présidentielle burundaise pour le 15 juillet 2015. Comment venir à bout de cette situation de détresse que vit le peuple burundais? En fait, il faut que toute la communauté internationale, mais à commencer par les Burundais, si les 10 millions de Burundais se levaient comme un seul homme pour dire non, alors on pourrait. Mais j'interpelle d'abord les Burundais avant de dire il faut que ce soit les Américains, les Belges, les Français. C'est à nous. D'abord, ça nous concerne, nous, les Burundais, de rester debout et de lui dire basta, stop, trop c'est trop. Et j'irai tout près. Et s'il faut, parce que finalement, une mort civile, comme celle qu'il nous impose, ça fait beaucoup plus de mal. Moi, à 59 ans, je préfère peut-être. J'y ai réfléchi. J'ai obéi à mes enfants. J'ai obéi à mes amis. Mais je crois que maintenant, je vais désobéir. Et il m'entend. Et je le dirai. Et j'irai. J'irai là, tout près. Il entendra que je suis à quelques kilomètres. Parce que nous avons la chance d'avoir ces jeunes qui résistent. Ils ont besoin de la tendresse maternelle. Nous serons là pour leur dire, vous êtes là, nos enfants. Nous allons les couvrir de tendresse et de délicatesse, les nourrir quand ils sont découragés, les nourrir de la tendresse maternelle. Est-ce que vous avez un mot à l'égard de tous ces pays que vous soutiennent? On a vu la Belgique, notamment le ministre de la Coopération, prendre une décision ferme vis-à-vis de cette situation de crise. Je leur exprime ma profonde gratitude, mais je leur dis, il ne faut pas qu'ils soient fatigués. Il faut aller jusqu'au bout, parce qu'ils connaissent
je dirais, leur psychologie. Ils vont les fatiguer et à la fin, ils vont faire un chantage et dire « Mais non, vous voyez, s'il y a des mamans qui meurent de la malaria alors qu'il a pris l'argent de lutte contre le paludisme, les 4 milliards qu'il avait, pour dire « Mais oui, s'il meurt, c'est à cause de vous. » Non, il faut qu'ils tiennent. Et s'il faut fermer même les ambassades, qu'ils ferment les ambassades. Il faut qu'ils aillent jusqu'au bout. Il ne faut pas donc céder à leur chantage. Donner la chance à la paix à travers l'action des femmes. Tel était le message du collectif CAFOB, qui représente un des collectifs des mouvements de femmes au Burundi, qui, à travers les recommandations, en appelle davantage à une mobilisation des énergies pour sauver le pays de la catastrophe humanitaire. Pour la majorité des femmes et filles burundaises, la violation de l'accord d'Arusha est un reniement de l'alliance du peuple et une aliénation de la stabilité, la justice, la primauté du droit, l'unité et le développement, ainsi que la réconciliation nationale pour asseoir la paix et la sécurité pour tous. Pour que la femme puisse jouer ses différents rôles, les préalables suivants devraient être remplis. Forcer M. Pierre Nkurunziza à se plier aux prescrits de l'accord d'Arusha et à la constitution de son pays en renonçant au 3e mandat. Ne pas reconnaître les résultats des élections planifiées car elles sont contraires aux aspirations du peuple et ont violé la conscience de certains. Mettre en place un gouvernement de transition au Burundi, chargé de libérer les médias, libérer toutes les personnes emprisonnées du fait de l'expression de leurs opinions par rapport au 3e mandat de M. Pierre Nkurunziza, rapatrier rapidement les réfugiés pour éviter d'autres conflits fonciers, reprogrammer et conduire les élections. Pour organiser des élections crédibles, refaire l'enregistrement des électeurs, revoir les structures en charge des élections, pour y donner un rôle de leader aux femmes en permettant l'enregistrement de nouvelles listes électorales. Des messages d'espoir, il y en avait aussi à travers le slam de Joya Froli. Manque de sang à l'hôpital où elle venait d'accoucher de son 3e enfant. Faute de soins appropriés, le bébé ne vivra lui non plus pas très longtemps. À peine enterré, son mari est à la recherche d'une nouvelle concubine. Il cherche un moyen de se débarrasser des petits déjà bien encombrants. Alors Gottlieb enrage et n'hésite pas. Elle prend les orphelins et elle dit « Je serai leur maman. C'est mon tour de donner. En premier, tout mon amour. Et pour l'argent, tu sais, on se débrouillera toujours. » À 25 ans, elle vit aujourd'hui avec son petit frère Édouard et les 2 enfants de sa sœur, de 3 et 5 ans. Elle étudie et travaille en même temps. Au marché de Gitega, elle vend des vêtements, pendant que son frère Édouard travaille dans le bâtiment. Elle m'envoie des messages pleins d'espoir, me dit que je lui manque. Elle est cette femme qui me rappelle qu'au final, tout s'arrange. Avec un peu de courage, en restant droite, en persévérant, tout s'arrange tant que chaque enfant peut recevoir l'amour d'un parent. Je vous ai parlé de Gottlieb, mais j'aurais pu vous raconter les cœurs immenses, sans fond, de Maman Libérate, Maman Bibi, Maman Iba. J'aurais pu vous parler d'Alida, partie trop vite, d'Anaïs ou de ma belle Émilie, Trésor, Siana, Israël, Ourmika, Chris, joyeuse et brillante, mes neveux et nièces de cœur ou de sang qui ont fait de moi une mère, un être responsable et aimant. Je n'ai qu'un seul souhait aujourd'hui, avoir la chance de pouvoir choisir pour vous. Quel levier dispose le collectif des femmes pour participer à la résolution de la crise actuelle au Burundi? Juliette Nijembere, cofondatrice du collectif des femmes pour la paix et la démocratie au Burundi, nous en dit davantage. Eh bien, on va bien l'étudier, bien analyser la résolution 1325 qui nous a été offerte ou donnée par le Conseil de sécurité des Nations Unies en 2000. Mais cette résolution qu'on n'a jamais en fait utilisée comme pilier, comme levier, comme arme de la femme dans la résolution de ces conflits. Donc on va vraiment l'utiliser pendant tout notre combat. On utilisera cette résolution 1325, mais aussi la force de la femme. Et la force de la femme qui réside en une mère, la douceur de la femme qui peut soulever des montagnes. Nous allons justement utiliser les femmes comme la mère de Nkurunziza et sa femme,
S'il a des filles, on utilisera aussi ses filles, on utilisera ses tantes, on utilisera ses cousines qui veulent toutes avoir la paix. Je pense que toute femme, toute mère, toute fille a besoin de la paix parce que nous en avons marre de réparer les pots cassés. Demain, si Nkurunziza est déchu et qu'il est traduit en justice, parce qu'on compte le faire, ça c'est clair, qui va veiller sur lui? C'est sa femme. Alors, elle a tout intérêt à lui dire stop. Arrêtez parce que vous, ce que vous êtes en train de faire, c'est sur moi que ça va retomber. Donc, je pense que on a toutes les armes et on a aussi cette résolution 1325 dont j'ai parlé tout à l'heure. Et je vous parlais aussi du mouvement de femmes qui est au Burundi et qui s'est soulevé, qui bouge, qui dit stop et qui va continuer, j'en suis sûre. Ce mouvement de femmes est avec nous et on va travailler avec ce mouvement de femmes. Et moi, je vais dans les villages, je vais dans les coins les plus reculés du Burundi. Quand j'aurai l'occasion, j'irai toujours là et je parlerai aux femmes. Et je leur dirai que ce sont elles qui perdent dans toutes les guerres et que donc ce sont elles qui doivent arrêter et arrêter, même boycotter, comme Isabelle Durand l'a dit. Il faut boycotter ces élections. Il faut que les femmes commencent par boycotter et n'aillent pas voter et empêchent leurs fils et leurs maris d'aller voter. Donc c'est notre force et ça n'ira pas aussi vite qu'on le voudra, mais on a la patience, on va attendre, on aura tout notre temps et on n'est pas pressé. Même s'il devait régner pendant ces 5 années, notre travail va continuer. Et nous sommes contre la guerre, nous sommes contre la violence. On entend maintenant les anciens putschistes qui disent qu'ils vont attaquer, qu'ils vont faire... Mais ce n'est pas ça que nous voulons. Nous ne voulons pas la guerre. Nous ne voulons pas qu'il y ait la guerre. Qu'on le laisse parce qu'il va partir de lui-même. Il partira et ce sera un exemple pour toute l'Afrique. Quel avenir pour tout un peuple? Dr Libéran Tibachir Akandi, professeur de la cellule Practice de l'Université libre de Bruxelles, invite à la sagesse des autorités. Vous avez pris part à cette réunion du collectif de femmes pour la résolution de la crise au Burundi. Vous avez vous-même évoqué lors de la réunion un aspect important qui est celui du président Yoweri Museveni qui a été nommé comme médiateur dans cette crise. Mais ma question est de savoir, M. Abdoulaye Bathily, qui était le facilitateur des Nations Unies au Burundi, a été recusé par Pierre Nkurunziza. Quelles sont les vraies raisons de cette récusation, d'après vous? Les vraies raisons, c'est que tout simplement le professeur avait une vision d'un démocrate. Un démocrate qui a compris très rapidement le problème burundais, que c'est le problème burundais était lié au 3e mandat, une violation de l'accord d'Arusha. Et en semblant d'élections, j'allais dire, de complaisance pour tromper les Burundais et la communauté internationale que les élections sont libres, démocratiques et inclusives. Et le professeur a compris que la solution burundaise, comme elle est politique, et plutôt la crise, comme elle est politique, la solution doit être aussi politique. Donc, des élections libres, transparentes et inclusives. Or, ces élections, les conditions ne sont pas remplies. Et le professeur a été clair qu'il mettait en avant, notamment, les résolutions des chefs d'État de la sous-région et les chefs d'État de l'Union africaine qui disaient clairement qu'il faut d'abord désarmer la milice et permettre les partis politiques d'organiser des descentes sur le terrain, sans oublier bien sûr les médias. Et toutes ces conditions aujourd'hui ne sont pas remplies. Et le prof a été clair, tant que ces préalables ne sont pas remplis, il est inutile de parler d'élection, de semblant d'élection. Et il proposait effectivement au chef d'État de la sous-région de prendre les choses en main. Oui. Tout à fait. Et dans cet appel, c'est carrément un appel, parce que la question a été transférée justement au chef d'État de la région. Est-ce que vous pensez que le président Yoweri Museveni, qui est considéré aujourd'hui comme le médiateur, va pouvoir peser de tout son poids pour ramener Pierre Nkurunziza à la raison?
Parce que je rappelle que dans les 5 réunions qui ont suivi les chefs d'État et de gouvernement par rapport à cette crise, Pierre Nkurunziza n'a participé qu'à une seule. Et il a imposé sa volonté en disant il ne faut pas toucher à un report d'élection. Donc, est-ce que vous pensez qu'il a suffisamment d'arguments pour faire reculer Pierre Nkurunziza? Je pense que oui. Pourquoi? Parce que tout simplement, le président Yoweri Museveni connaît très bien le Burundi. Il paraît qu'il parle même le Kirundi. Et il a été le président de l'initiative sous-régionale lors des négociations d'Arusha. Donc il connaît de A à Z l'accord d'Arusha. Et ça m'étonnerait donc que Yoweri Museveni puisse être la personne qui permettrait à Nkurunziza de violer et la Constitution et surtout l'accord d'Arusha, un accord qui a été signé très difficilement et c'est, disons, détruire l'héritage de son ami Nyerere et de Mandela. Je ne pense pas que Yoweri Museveni pourrait, passer ce cap. Alors, comment va-t-il s'y prendre? Et pourquoi Museveni? Tout simplement, les Nations Unies ont délégué à la région de résoudre la question. Et Yoweri Museveni lui-même était aux Nations Unies. Il a accepté de prendre les choses en main. Et s'ils ont demandé le report des élections présidentielles, c'est pour permettre à Yoweri Museveni justement de convaincre Nkurunziza. Et quand on lit les recommandations, il est clair et net qu'ils disent que le président qui sera élu formera un gouvernement d'union nationale. Est-ce que ce n'est pas une façon de préparer le terrain que le candidat, peut-être du CNDF et autres, qui gagnera les élections, doit absolument mettre en avant la réconciliation. Donc, moi je donne la confiance totale à Yoweri Museveni et je suis convaincu qu'il ne sera pas l'homme qui va détruire l'accord d'Arusha. Apporter sa pierre à l'édifice de construction d'une paix et d'une démocratie durable au Burundi, tel est l'objectif du collectif des femmes pour la paix et la démocratie au Burundi qui compte bien étendre ses actions au-delà du Burundi. Espérons que le bon vent l'accompagne.